Pour souscrire à l'offre Premium, Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toulavérité.fr. Merci à vous qui êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à souscrire à l'une des offres proposées sur ce site. Je voudrais saluer, comme je le fais quotidiennement, tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Il y a Science et Inexpliqué, les Jeudis du Paranormal, la Maison d'Icari qui vous a offert un séjour en yourte pour atteindre le 1500e abonné. C'était très sympathique. Et puis, on a Nexus également qui va sortir d'ailleurs son nouveau numéro très prochainement. Et puis, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, Rock Soccer du magazine Top Secret. Je vous rappelle que le nouveau est sorti il n'y a pas longtemps et qu'il y a encore un gros dossier sur le nouvel ordre mondial, les Illuminati. Donc je vous invite bien sûr à parcourir. Il y a un dossier également sur la cryptozoologie et le fameux monstre du Loch Ness qui nous fait toujours autant triper. Et puis on parle également de la Grande Pyramide. On va en parler de la pyramide tout à l'heure. Des pyramides dans 1 heure avec Antoine Gigal. Donc Top Secret, c'est Monsieur Rock Soccer. Il est avec moi ce soir. Salut Rock. Bonsoir Bob. Comment ça va? Bonsoir à tous les auditeurs. Écoute, ça va bien. Bon, est-ce que ce nouveau Top Secret se porte bien? Ce nouveau Top Secret se porte bien. Je l'imagine, je pense, j'espère en tout cas. Bon, numéro 69, donc c'est vrai que tu as ouvert beaucoup de dossiers. Et on va revenir sur un dossier qui t'intéresse et qui m'intéresse également. C'est les chemtrails. Qui n'a pas regardé le ciel en y repérant ces grandes traînées blanches que l'on croit être le fruit de réacteurs d'avion, alors qu'en réalité... Certains y voient là une pollution des plus odieuses, appelée chemtrails. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était au début. Il est important de réouvrir ce dossier. Donc, avec toi, Rock. Alors, bien sûr, on va évoquer le projet HARP également. Les chemtrails, toi, alors déjà, ton sentiment sur ce truc-là, est-ce que c'est complètement de l'imagination ou tu sens qu'il y a quelque chose derrière un peu pourri? Écoute, justement, donc par rapport à l'émission qui démarre, là, j'ai envie un petit peu de vous emmener par la main, de vous raconter une histoire, l'histoire des chemtrails, en fait. J'ai envie plutôt que de rentrer dans des détails techniques sur ce dossier qui est très controversé, j'ai envie de vous raconter l'historique, alors en passant aussi par mes souvenirs personnels. Et comme ça, vous verrez un petit peu quel est mon sentiment sur le dossier. Effectivement, il y a quelque chose. Effectivement, je ne sais pas précisément ce qui se trame derrière tout ça. Mais le plus important, le plus intéressant, je crois que c'est de replacer 20 ans après vraiment le déclenchement de cette opération, de retracer un historique de l'évolution de l'évolution du phénomène, de l'évolution de la pensée de la population et de nous autres par rapport à ce phénomène. Alors comment tout a démarré d'abord? Écoute, justement, juste avant, il faut savoir que le dossier des chemtrails, c'est quelque chose, encore un sujet épidermique. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens sceptiques qui sont prêts à te ridiculiser, à t'humilier, voire même à user de violence, si tu insistes trop à parler de chemtrails lors d'un repas, etc. Et a fortiori, si cette personne travaille dans l'aviation, etc., etc. Donc, faut savoir qu'il y a des réactions par rapport au chemtrail assez violentes. Alors, toute l'histoire des chemtrails commence, en fait, le mythe entre guillemets, le mythe commence avec une lettre qui apparaît au tout début des années 2000 sur Internet. Est-ce que tu as entendu parler de cette lettre? Non. C'est une lettre d'un mécanicien de ligne aérienne, et je crois que le mieux, alors elle est un petit peu longue, mais le mieux pour commencer à mettre l'ambiance serait peut-être que je vous la lise. Ah ben vas-y. J'en lis quelques passages. Alors voilà, ça commence comme ça. Pour des raisons que vous comprendrez au fur et à mesure que vous lirez ceci, je ne peux pas divulguer mon identité. Il faut savoir, Bob, qu'on est quand même là, on rentre vraiment... Oui, c'est un dossier épineux, quoi. C'est ça. Ouais, on rentre dans la conspiration. La théorie du complot.
Voilà, on est dedans, on commence à baigner, on sent le jus qui... Je suis un mécanicien d'aviation travaillant pour une ligne aérienne importante. Je travaille dans une de nos bases d'entretien située dans un grand aéroport. J'ai découvert un phénomène à la portée considérable. Alors, avant toute chose, il me faut vous expliquer en 2 mots comment fonctionne la hiérarchie dans le monde des mécaniciens aéronavals. C'est important pour la compréhension de mon histoire et pour la cause à laquelle vous vous consacrerez. Les mécaniciens veulent travailler dans 3 domaines. L'avionique, les moteurs et les commandes de vol. Les mécaniciens qui travaillent sur ces systèmes sont considérés comme étant parvenus au plus haut degré de l'échelle hiérarchique. Viennent ensuite les mécaniciens qui travaillent sur les systèmes hydrauliques et les appareils de climatisation. Les suivants sont ceux qui sont attachés aux autres systèmes subalternes. Enfin, tout en bas de cette échelle se trouvent les mécaniciens qui travaillent sur les systèmes de vidange des eaux usées. Aucun mécanicien ne veut travailler aux pompes, réservoirs et tuyauteries qui servent à emmagasiner les rebuts des toilettes. Toutefois, dans chaque aéroport où j'ai travaillé, il y a toujours 2 ou 3 mécaniciens qui sont volontaires pour ce service. Intéressant, tu vois où il veut nous emmener. Oui, bien sûr. Les autres mécaniciens sont heureux de les laisser faire. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas plus de 2 ou 3 mécaniciens qui travaillent sur ces systèmes, et cela quel que soit l'aéroport. Personne ne prête vraiment attention à ces types, et aucun mécanicien n'a de véritable rapport avec ces mécaniciens de seconde zone. En fait, je ne m'étais moi-même jamais vraiment penché sur cette question jusqu'à ce qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé le mois dernier. La plupart des compagnies aériennes ont des accords de service réciproques avec les autres compagnies qui utilisent un même aéroport. Cela signifie que si une compagnie a un problème avec un de ses avions, un de nos mécaniciens s'en occupera. De même que si un de nos avions rencontre un problème, un aéroport ou une autre compagnie aérienne possède une base d'entretien, ils se chargeront de réparer notre avion. Un jour du mois dernier, j'ai été appelé sur une base pour travailler sur l'avion d'une autre compagnie. Au moment de l'appel, le contrôleur ne savait pas quel était le problème, ne pouvait en donner aucun détail. Quand je suis arrivé sur place, j'ai découvert que la panne se situait au niveau de l'emmagasinage des rebuts. Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait que je rampe à l'intérieur pour régler le problème. En pénétrant dans le compartiment, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout. L'avion possédait plus de réservoirs, de pompes et de tuyaux qu'il aurait dû y en avoir. Au début, j'ai supposé que le système avait été modifié. Ça fait 10 ans que je n'avais pas travaillé sur un appareil de ce type. Alors que j'essayais de trouver le problème, j'ai rapidement réalisé. Alors c'est un peu long, Bob, il faut m'en excuser, mais parce que c'est vraiment le début. Il faut bien savoir que c'est à partir de cette lettre que tout va s'enchaîner. C'est une lettre qui a été traduite en français. Bien sûr. Non, mais c'est important de planter le décor, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir bâtir. Absolument. Que la tuyauterie des réservoirs supplémentaires n'était pas reliée au système d'évacuation. Je venais tout juste de découvrir ceci lorsqu'un autre mécanicien de ma compagnie apparut subitement. C'était justement un de ces mécaniciens travaillant habituellement sur ces systèmes. Je lui ai remis le travail avec un grand plaisir. Comme je partais, je l'ai interrogé au sujet de l'équipement supplémentaire. Il m'a dit « Occupe-toi de ton boulot et laisse-moi m'inquiéter du mien ». Le lendemain, j'étais à l'ordinateur de la compagnie pour rechercher un schéma de câblage, tandis que je me trouvais là, j'ai décidé de faire une recherche sur l'équipement supplémentaire que j'avais trouvé dans l'avion. À ma grande surprise, les manuels ne faisaient aucun état de l'équipement que j'avais vu la veille. J'ai cherché dans les dossiers du fabricant et je n'ai rien trouvé non plus. Ma curiosité étant piquée au vif, j'étais vraiment déterminé à découvrir ce que cet équipement faisait là. La semaine suivante, nous avons eu 3 de nos avions dans notre hangar principal pour une inspection périodique. Il y a des mécaniciens qui rampent partout autour d'un avion durant ces inspections. Je venais juste de finir mon quart de travail et j'ai donc décidé d'aller voir le système d'évacuation sur un des appareils. Avec tous les mécaniciens autour, j'étais sûr que personne ne me remarquerait. À ma grande surprise, l'avion que je choisis d'inspecter possédait lui aussi d'équipements supplémentaires. J'ai commencé à retracer le système de la tuyauterie, les pompes et les réservoirs. J'ai découvert ce qui semblait être l'unité de commande pour le système. Ce semblait être une boîte de commande standard de l'avionique, mais sans aucune inscription. Je pouvais suivre les fils de commande de la boîte de commande aux pompes et aux valves. Mais aucun circuit de commande n'arrivait dans cette unité. Les seuls fils qui étaient raccordés à cette unité de commande rejoignaient... Il y a des détails, c'est intéressant parce qu'il y a des détails précis, puis il faut replacer les choses dans l'époque, au tout début de l'année 2000. Les seuls fils qui étaient raccordés à cette unité de commande rejoignaient le système de commande opérationnelle de l'avion. Le système possédait un grand réservoir et 2 plus petits. C'était difficile à voir
du fait de l'étroitesse du compartiment, mais il semblait que le grand réservoir aurait pu contenir 50 gallons. Les réservoirs étaient reliés à une soupape de vidange et de remplissage qui passait par le fuselage juste derrière la soupape de vidange du système des eaux usées. Ayant cherché où menait ce raccordement sous l'avion, j'ai vu qu'il était caché derrière un faux panneau sous un autre panneau qui lui accédait au système du drain de vidange. J'ai commencé à retracer la tuyauterie des pompes. Ces tuyaux mènent à un réseau de plus petits conduits qui se terminent dans les rebords arrière des ailes et stabilisateurs horizontaux de l'avion. Si vous regardez attentivement les ailes d'un grand avion, vous verrez un ensemble de fils, environ de la taille de votre doigt, s'étendre du rebord arrière de l'aile. Ce sont des tiges de décharge statique. Elles sont employées pour dissiper la charge d'électricité statique qui s'accumule sur un avion en vol. J'ai découvert que les conduits de ce système menaient à une sur 3 de ces tiges à décharge aérostatique. Par contre, ces tiges uniques avaient été creusées d'un trou comme pour laisser échapper un produit quelconque à partir de ces fausses tiges à décharge électrostatique. Cela faisait un certain temps que j'étais sur l'aile lorsque soudain un des superviseurs me demanda de quitter le hangar. Il me dit par la suite que mon quart de travail était terminé, que je n'étais pas autorisé à faire des heures supplémentaires. Les 2 journées qui suivirent furent très chargées et je ne me trouvais pas une minute pour poursuivre ma petite enquête. Alors que j'étais en retard l'après-midi, 2 jours après ma découverte, je suis appelé à remplacer un détecteur de température dans un moteur d'avion qui s'apprêtait à décoller. J'ai fini le travail et je retourne à la paperasse. Environ 30 minutes plus tard, j'étais convoqué dans le bureau du directeur général. Quand je suis entré dans son bureau, j'ai constaté que notre représentant du syndicat et 2 autres personnes que je ne connaissais pas m'y attendaient. Le directeur me dit qu'un problème sérieux avait été découvert. J'étais suspendu pour faute grave. Il m'a remis une formule disciplinaire déclarant que j'avais écrit de fausses entrées dans mon rapport de travail au sujet du détecteur de température de moteur que je venais d'installer quelques heures auparavant. J'ai été atterré et j'ai commencé à protester. J'ai dit que c'était ridicule et que j'avais effectué ce travail. Le représentant de l'Union s'interposa. Il a recommandé que nous jetions un coup d'œil à l'avion de façon à mettre la situation en clair. C'est à ce moment-là que j'ai demandé qui étaient les 2 autres hommes. Le directeur général m'a indiqué qu'ils étaient des inspecteurs de la sûreté et de la compagnie aérienne, mais qu'ils n'étaient pas tenus de me donner leur nom. Nous nous rendîmes donc à l'avion qui aurait dû être dans les airs, mais qui était encore garé à notre rampe de maintenance. Nous avons ouvert les capots du moteur et le représentant du syndicat retira le détecteur de température. Il vérifia le numéro de série, il constata que c'était la vieille pièce. Nous sommes alors allés au département des pièces, le représentant, il a tiré, etc. Enfin bon, on comprend ce qui va lui arriver à ce personnage-là. On voit bien qu'il est mal, quoi. Voilà, il valait mieux pas qu'il mette le nez là où il a mis son nez, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, et alors, un des 2 gars lui dit, par téléphone, il reçoit un appel anonyme, il dit maintenant, vous savez ce qui arrive aux mécaniciens qui fourrent leur nez là où ils n'ont rien à faire. Ouais, c'est ça. La prochaine fois que vous mettrez à travailler sur des systèmes qui ne vous concernent pas, vous perdrez votre emploi. Comme je me sens généreux aujourd'hui, je crois que vous pourrez retourner à votre travail bientôt. Ouais. Donc c'est une grosse mise en garde. Ouais. Et alors je passe la fin du truc, mais je crois que cette lettre n'est plus accessible nulle part. Elle est introuvable. Je peux vous dire que là, ça se termine on est dans un bain de conspiration, dans un bain de complot où le type a très peur. En fait, on lui a fait très très peur. Je connais plein d'autres témoignages sur différents dossiers où certains témoins ont été confrontés à des choses qui leur ont fait très peur, comme des sortes d'avertissements. Et ça rend cette lettre tout à fait crédible. Certains détails techniques aussi. Voilà. Et il faut. Alors voilà, là on est maintenant, on a bien compris le topo. On a bien compris la problématique des chemtrails. C'est-à-dire que début 2000, on a cette lettre qui apparaît, qui met en garde le monde entier sur cette question de qu'est-ce qui se passe dans ces ailes d'avion, qu'est-ce qu'on vaporise dans le ciel. Ouais, c'est ça, parce que là, je te coupe 2 secondes, mais moi, ce qui me dérange dans tout cela, c'est que je me dis, bon, il y a le pauvre mécano, finalement, qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, en fait, en clair, c'est ça, c'est, voilà, qui a eu une curiosité mal placée, et puis, il y a derrière, quand on entend parler des syndicats, de la direction, il y a toute une grande omerta et une conspiration, presque. On est dans la conspiration, là. Absolument. Alors, il faut
replacer dans le contexte de l'an 2000. En 2000, il n'y a pas tant de chemtrails que ça. C'est pas un truc que les gens ont connecté. Moi, qu'est-ce que cette lettre va faire? Cette lettre, elle va me faire remonter deux souvenirs. Deux anecdotes que je vais vous raconter, qui sont des anecdotes personnelles. Après, tu comprendras mon sentiment par rapport à ce dossier. Le premier souvenir remonte à 1990, début 90. Je travaillais, je côtoyais à l'époque Jean-Hélène Allier à l'Idiot International, et en 90, on était au canal de l'Ourcq sur la terrasse. Jean-Hélène discutait avec un homme depuis un petit moment déjà. Je m'installe à leur table. Et donc, je comprends rapidement. Moi, je suis un petit genou. À l'époque, je porte les serviettes. Je suis là pour je suis là, j'apprends, je découvre, etc. Et Jean Hébert est en train de parler avec le patron du syndicat. Alors, c'est marrant parce que dans la lettre, il est question de syndicat aussi. Le représentant du syndicat. Et là, il parle avec le patron du syndicat des pilotes de ligne. On est donc en tout début 90. Alors moi, j'ai écouté tout ça, j'ai écouté ce qu'ils étaient en train de raconter. On est toujours avec Jean Hébert, des discussions toujours qui n'étaient pas loin aussi de la conspiration finalement. Oui, bien sûr. C'était plus politique. Et alors, il y avait ce patron des syndicats de pilotes de ligne qui racontait qu'en fait, parce que c'était l'époque des premiers avions, des premières compagnies low cost, tu vois. Et il disait qu'en fait, le low cost, le problème, c'est que pour compenser les prix bas, ils bourraient les avions de fret. Les avions étaient surchargés et au-delà de ce qui était permis, et donc en cas de problème de décollage, d'atterrissage, etc., ça pouvait être très, très, très dangereux. Bien sûr. Et puis, soudain, le gars dit, mais revient sur un sujet, je comprends qu'il m'avait déjà parlé, il revient sur un sujet en disant à Jean-Hélène, mais de toute façon, le vrai scandale aujourd'hui dans l'aviation, et alors, tu vois, moi j'ai les oreilles qui frétillent. Tu m'étonnes. Je suis fasciné déjà moi, par toutes ces histoires, par tous ces complots, ces sous des cartes, ces secrets. Et donc, alors j'écoute, là je suis complètement figé sur ma chaise, et puis je sens que ma présence gêne en même temps le gars. Il jette un œil à droite, à gauche, et il parle un peu plus doucement. Et finalement, il dit le vrai scandale au niveau de l'aviation, c'est même pas un scandale, c'est un désastre mortel pour l'humanité. Dans l'esprit, c'est ça, de ce qu'il est en train de dire. C'est la pollution engendrée par les avions dans le ciel. Il balance ça et il n'en sort pas plus. Mais moi, je suis avide, je suis comme une éponge, là. Je retiens tout, le grand scandale. Machin. Et puis, en fait, sur le coup, je suis un peu choqué. Ça me choque qu'il dise ça, le grand scandale. Pour moi, le grand scandale, c'était plus de charger le fret. Ça me paraissait plus grave que la pollution dans le ciel. Bien sûr. Les bagnoles, elles font de la pollution aussi. Et puis, il y a beaucoup moins d'avions, etc. Mais ça part je finis par l'oublier. C'est cette lettre qui me fait remonter, cette anecdote à l'esprit. Des anecdotes comme ça, j'en ai de gens qui se livraient des secrets. Au canal de l'Ourcq, il y en avait, mais il n'y en avait pas non plus tant que ça. Et donc cette lettre met tout d'un coup cette anecdote en exergue. En exergue, elle la fait remonter à la surface. Et puis alors j'ai l'autre souvenir qui est assez fascinant, parce que aujourd'hui ça paraît un peu con, mais en réalité il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. Les choses vont tellement vite aujourd'hui. Donc ça se passe en Normandie en 1997. Je suis en famille dans un jardin. Et c'est une journée magnifique. Je regarde le ciel, c'est un ciel que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu sais, comme dans la chanson, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est un ciel bleu immaculé, un beau ciel, tu vois, qui n'a pas ce voile poisseux qu'on voit aujourd'hui quand les journées qui sont un peu chaudes. Je rappelle d'ailleurs que depuis peu, l'OMS a mis au banc du cancer notre pollution, notre air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'air que l'on respire est cancérigène. C'est quand même assez hallucinant. Absolument. Et alors,
il se trouve donc je suis sur un transat, je regarde ce ciel, et puis je vois un avion. Et puis je regarde cet avion. Cet avion fait une traînée de condensation. Sauf que sa traînée de condensation dans le temps, les traînées de condensation disparaissaient tout de suite. Elle faisait à vue de nez comme ça, elle faisait 2 cm derrière la queue de l'avion. Au niveau illusion d'optique, ça faisait à peu près 2 cm. Et puis ça s'effaçait au fur et à mesure que l'avion avançait. Ça, c'était ça, nos chemtrails. C'était ça, les traînées de condensation des avions. Jusque dans les années, en France en tout cas, jusque dans les années fin 90. Jusqu'en 97 en fait. Cette date-là, elle est clé par rapport au programme en France. Je vois cette traînée d'avions qui déchire tout le ciel jusqu'à l'horizon. Et puis je reste dans l'air, je suis tout seul. Je suis tout seul à regarder ce spectacle. Et puis je vois que cette traînée de condensation devient un nuage. Devient un nuage et s'étend dans le ciel au point de devenir un grand nuage rectiligne, comme un nuage qui ferait une ligne droite. Et voilà que ma belle famille arrive enfin dans le jardin et je leur montre du doigt le fameux nuage qui traverse tout le ciel en ligne droite. Et je leur dis, vous savez, qu'est-ce que c'est ça ? Et alors, ils me répondent, c'est un nuage. Et spontanément, c'est un nuage. Je leur dis, non, ça c'est pas un nuage, ça c'est une traînée d'avion. Ils m'ont pris pour un idiot. Mais tu sais, ça tombe bien que tu dises ça, parce qu'il y a Vincent sur la page Facebook qui dit une émission sur les chemtrails, c'est génial, parce que moi on me prend pour un fou, on me rit au nez quand je parle. Et il y a Frédéric qui lui dit je suis en Alsace et chaque jour je me retrouve avec un ciel grillagé. Alors c'est marrant parce que on a bien sûr tous ceux qui te prennent pour un fou et puis tous ceux que ça intéresse même pas parce qu'on leur rit au nez en disant tu dis n'importe quoi, comme on l'a fait pour toi, c'est un nuage quoi. Absolument. Et alors là c'est là où j'allais en venir. C'est-à-dire que c'est même particulièrement amusant parce qu'en réalité, les sceptiques, parce que moi je suis dans une belle famille, ma belle famille, c'était quand même des gens particulièrement rationnels et sceptiques. Leur réaction, ça a été de me dire spontanément, enfin, sois pas idiot, t'es complètement idiot, c'est un nuage. Mais non, je vous dis, j'ai vu c'était un avion. Mais allez, quel crétin, celui-là, c'est un nuage. Mais ce qui est fabuleux aujourd'hui, Bob, c'est que 20 ans après, tu demandes à ces mêmes personnes qui sont toujours des rationalistes et des sceptiques. Tu leur dis, qu'est-ce que c'est cette traînée qui traverse tout le ciel ? Et ils vont te dire, c'est une traînée d'avion. Oui, c'est ça, bien sûr. Et ils vont te dire, alors tu leur dis, oui, mais avant ça faisait pas ça. Mais t'es ridicule, ça a toujours fait ça. Donc en fait, l'argument des sceptiques a évolué avec le temps. C'est-à-dire que plus les chemtrails se sont généralisés, plus les arguments qui étaient de nier à l'origine que c'était provoqué par le passage des avions, c'est devenu aujourd'hui, mais ça a toujours été le passage des avions qui a fait ça. Oui, mais il faut aussi leur répondre aussi à cela, Roch. Quand la condensation est émise par un réacteur d'avion, elle disparaît assez rapidement, alors qu'un chemtrail peut rester très longtemps dans le ciel. Mais absolument, évidemment. Mais je te dis, les sceptiques, c'est pour ça que je commençais en disant qu'on n'allait pas rentrer dans les détails, etc., parce que c'est très controversé, les gens sont assez virulents là-dessus, c'est une atteinte à leur intelligence, quelque part, on leur met la vérité sous le nez. Cette vérité-là, en tout cas, quelle qu'elle soit, et ça crée des réactions violentes. Donc, je vois, c'est-à-dire que le phénomène des chemtrails s'étant généralisé, les arguments des sceptiques a lui-même évolué. C'est-à-dire d'un truc qui était une négation totale du phénomène, c'est devenu, le phénomène est tout à fait normal, c'est le phénomène de toujours des avions qui passent dans le ciel. Ils ne font pas cette différence. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail vraiment dans le détail du détail technique après sur cette affaire. Mais moi, cette anecdote-là, tout d'un coup, la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, qui était un peu longue, je m'en excuse, cette lettre-là va faire remonter aussi cette anecdote-là, parce que tout d'un coup, tout prend sens, tout rentre... tout se remet, toutes les pièces du puzzle se remettent en place.
C'est-à-dire qu'entre le témoignage du syndicaliste, des pilotes de ligne et ma petite anecdote familiale, tout d'un coup, je peux plus me dire peut-être qu'ils ont raison aujourd'hui, c'est peut-être tout à fait naturel que les avions fassent ça. Non, c'est pas naturel que les avions fassent ça, parce que ma belle famille, il y a 20 ans, disait mais non, ça c'est pas un avion, c'est un nuage. Oui, bien sûr, c'est assez marrant, quoi. C'est assez dingue. Oui, c'est assez. Ouais. Alors bon, pour ce qui est des composés chimiques, de ce qui compose les chemtrails, il y a beaucoup à dire, mais en même temps, tout est disponible sur Internet. Alors, franchement, il suffit de taper chemtrail, donc on va trouver du barium, de l'aluminium, etc. Toutes sortes il y a même des éléments organiques. Toute cette documentation, elle est disponible. Il faut savoir qu'en France, ça bouge aussi. C'est-à-dire qu'en France, on a commencé aussi, il y a un laboratoire scientifique français qui a été... à qui on a demandé de faire des analyses. Il a été mandaté, quoi. Ouais, a été mandaté, exactement. Et donc, des analyses ont été effectuées, qui ont été rendues publiques sur Internet. Ouais. Alors c'est en cours aujourd'hui, cette expertise est en cours de vérification. C'est-à-dire qu'on cherche, il y a certaines associations, certaines personnes cherchent à faire des contre-expertises de ces résultats-là. Ouais. Et puis donc ça suit son cours. Il y a certaines associations à droite à gauche. J'entends que certaines personnes ont l'intention peut-être de porter ça devant les tribunaux. Bon, il y a aussi le fait que les choses ont beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui reconnaissent avoir travaillé sur des programmes d'épandage. Mais il y a un truc qui est dingue, Roch, c'est que nous, en tant que citoyens, on les aperçoit quand il fait beau, que le ciel est bleu. Mais on imagine que ces épandages existent aussi quand il fait pas beau. Donc on peut imaginer que c'est tous les jours et quotidiennement qu'on se prend des trucs sur la gueule ou que des trucs sont déversés dans le ciel quotidiennement. Voilà, c'est ça qui est dingue. Absolument. Alors généralement, effectivement, quand il fait beau, là on les voit énormément. Ouais. Mais alors généralement, après une recrudescence de chemtrail, le climat change. C'est-à-dire que c'est lié. C'est lié. Chemtrail, modification du climat, on va se rendre compte qu'il y a un lien très fort. C'est-à-dire que vous avez 2-3 belles journées, tout d'un coup, vague de chemtrail, et le lendemain, la pluie s'annonce. D'accord. Alors, Roch, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de ces chemtrails ou de ces chemtrails. Ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous vous situez. Moi, je la fais l'américaine. Chemtrails. Et on parlera également du docteur Leonard Cohen, qui, en 94, était intervenu devant le Sénat américain, parce qu'on imagine que tout cela part toujours un peu de chez l'oncle Sam, et que, bien sûr, ça se propage après dans le monde. En tout cas, vous restez avec nous. Vos réactions sont vives et, bien sûr, elles sont compréhensibles sur les réseaux sociaux. Bob vous dit toute la vérité, ou encore sur le Twitter, #, Bob Vérité. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements, tous les soirs sur le net, Bob vous dit toute la vérité. Oh bah dites-moi, les mises en garde et les avertissements, ça va pas nous aider l'émission qu'on fait là. Les chemtrails, les chemtrails si vous préférez, avec Roch Sucker ce soir du magazine Top Secret. C'est hallucinant ce qu'on entend ici ou là sur ces épandages. C'est hallucinant l'omerta qu'il y a aussi, même si tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu un laboratoire mandaté pour étudier ces chemtrails, mais du coup, il y a enquête et donc il y a contre-enquête, bien évidemment. On n'en parle pas beaucoup. J'ai jamais vu d'ailleurs au journal télévisé de TF1 ou de France 2 ou de France 3 un sujet sur ces épandages, sur ces chemtrails, Roch. Là encore une fois, on a la sensation que c'est un sujet qui fait peur. Là, si vous prononcez ce mot-là aux 20h, vous êtes un vilain conspirationniste. Attention. Non, ils sont cons quand même. Chemtrail, ça appartient au dossier de la théorie du complot. Donc vous prononcez le mot chemtrail ou traînée d'avion, et on va vous répondre immédiatement, oui, la théorie du complot. Oui, en même temps, il y a quand même un laboratoire qui a été mandaté. Donc s'il est mandaté, c'est l'État qui a dû le mandater, non, quand même? Non, c'est des associations qui ont mandaté. D'accord. C'est des associations de citoyens.
Mais les résultats sont très probants. Alors ça, je parle pour la France, mais sinon ça fait depuis déjà 15 ans qu'aux États-Unis, il y a des laboratoires qui ont expertisé l'atmosphère au niveau des chemtrails, les petits filaments qui ont été récupérés, etc., etc. Donc ça fait pas mal d'années qu'on a des éléments scientifiques. Puis je te dis, il y a des compagnies aériennes aujourd'hui qui ont reconnu avoir travaillé sur ce programme. Mais je voulais qu'on revienne, moi, Roch, sur le docteur Leonard Cole, tu sais, qui a déclaré devant le Sénat américain qu'on procédait à des expérimentations d'âmes biologiques. Tu te rappelles de ça ? 1994, c'est quand même assez incroyable, quoi. Non, encore une fois, là, dans les détails, je me souviens pas, mais il faut savoir qu'au niveau des... Alors, au niveau des chemtrails, ça a existé. Moi, je parle de 97. C'est pour la France. Mais ce phénomène-là, il avait commencé dès les années 80, mais à toute petite échelle, comme des tests, si tu veux. Bien sûr. C'est qu'au fur et à mesure que que ça s'est répandu et que c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et je pense que ça, on y viendra après, on parlera du problème que... il faut comprendre que le phénomène des chemtrails, ça englobe pas un programme comme celui dénoncé par ce sénateur, mais il y a des personnes bien informées qui ont parlé de 300 programmes, plus de 300 programmes qui sont directement liés au chemtrail. D'accord. Le phénomène de l'épandage, c'est traîné, peut être associé aussi à un autre programme qui est le programme HARP. Oui, alors ça, voilà, je voulais qu'on ouvre aussi un petit peu ce dossier parce que ça, c'est où on en met et on rappelle peut-être ce que c'est le projet HARP. C'est la modification de la météo au départ, du temps, du climat, c'est ça ? Voilà, au tout début, à l'origine, le programme HARP, c'est effectivement modifier le climat. Alors, effectivement, là, on arrive à un moment donc, de l'émission qui est, en fait, c'est le plus intéressant, c'est de comprendre le mobile. Parce que au cœur de la question du crime, entre guillemets, des chemtrails, c'est le mobile. Finalement, c'est ça le plus important. Bien sûr. Et tu vas voir que ça nous amène dans le hardcore de la conspiration, là. D'accord. C'est tout à fait fascinant de voir comment tout va devenir cohérent. Au début, donc c'est dans les années 94, avec des fuites comme celle du sénateur, etc. On va penser effectivement au tout début que les chemtrails ont pour objet de rendre malade la population. Truc un peu fou, un peu aberrant. Là, les mecs, ils se sont levés un matin, ils se sont dit putain, on vend pas assez de médicaments, on vend pas assez de vaccins, on va te leur filer, on va te faire des épidémies périodiques comme ça, à date fixe. On balance la grippe, on balance le truc, et puis rabouler la monnaie. Quoi, bien sûr. Ping, jackpot. Et donc pendant tout le début de l'affaire des chemtrails, notamment en 2002, nous on est vraiment les tout premiers dans Top Secret à en parler. On fait un gros dossier dessus avec notre ami François-Pierre Nenki, que je salue. Nenki, donc, qui nous avait fait un dossier important dans Top Secret numéro 5 à l'époque. Un petit coup de pub là, mais parce que c'est vrai qu'on moi, je suis assez content toujours de défricher un peu et de parler, d'être parmi les premiers à parler de certains problèmes. C'est toujours. C'est génial et ça rend fier en plus, hein, voilà. Oui, on se dit on n'est pas complètement inutile. Et alors, donc, effectivement, sur le dossier, on met beaucoup l'accent sur cet aspect biologique, sur cet empoisonnement biologique, qui, poussé à l'extrême, débouche sur une autre affaire dont on a parlé d'ailleurs ensemble, qui est le programme Illuminati d'éradication d'une large part de la population mondiale. C'est-à-dire qu'on
on commence, on se dit tiens, ils nous refilent la grippe tous les ans à la même période. Ouais. Et tel ou tel problème de maladie auto-immune, etc. Mais moi, je dirais qu'à la limite, il y a quand même l'alimentation qui est un bon moyen pour arriver à ce même résultat. Bon. Et pour rendre malade la population. Et puis ça part de ça, et puis à la fin, on se dit, finalement, pour que ça ressemble bien au programme inscrit sur le monument d'Elberton, le Stonehenge américain dont on avait parlé. Finalement, on pollue le ciel, les gens, c'est l'hécatombe, etc. Sauf que c'est pas pratique parce que là tout le monde peut tomber malade, tout le monde peut attraper ces maladies et donc il n'y a pas de contrôle là, c'est pas du chirurgical. Mais ça fait partie quand même, c'est un des programmes au niveau l'aspect biologique, ça peut être à un moment un test qui peut être fait par moment pour tel ou tel besoin, de tel ou tel test, effectivement de balancer des agents. Oui, bien sûr. Mais donc l'idée c'était ils éradiquent la population pour aboutir au monde parfait, écologique, aseptisé, avec très peu une population réduite au maximum. Donc Disneyland, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, un nouvel ordre mondial reposant sur une caste d'intouchables réduit à l'esclavage, tu vois, comme dans le film Métropolis, bien sûr, Le meilleur des mondes, ou 1984, dans la tradition de la théorie du complot pure souche, quoi, la belle AOC. Une sorte de génocide en douceur. Là, on est bien dans le... Donc là, à cette époque-là, il faut se replacer aussi, on est dans les fin 90, début 2000, on est quand même bien imprégné encore d'X-Files et de toute cette époque. On est dans la grande période de la lunatic fringe, de la conspiration. Autre théorie du complot, donc qui va supplanter cette première version, ça va être la théorie de la modification du climat. Façon The Arrival. Je ne sais pas si tu vois ce film extraordinaire, The Arrival. C'est-à-dire que des extraterrestres qui viendraient pour infiltrer, coloniser la planète, ils modifient le climat, ils modifient c'est une terraformation à l'envers. En fait, de ça, on va aboutir à plutôt un programme de modification du climat lié à ARP, naturellement, parce qu'on va constater qu'effectivement les chemtrails ont un véritable effet sur le climat. Quand vous avez des journées à forte concentration de chemtrails, vous pouvez être sûr que le lendemain, la belle journée qui s'annonçait va partir en vrille et que vous allez partir sur du mauvais temps. Donc, pourquoi les chemtrails seraient liés à ARP ? En fait, ça s'explique de façon très logique. Dans ces traînées de condensation, il y a des matériaux qui sont conducteurs. Qui sont conducteurs il y a des éléments conducteurs d'ondes qui vont permettre aux ondes de circuler beaucoup plus vite. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte quel intérêt ça peut représenter, notamment pour l'armée américaine à l'époque en Irak. C'est là, d'ailleurs, qu'on va avoir la première fois des concentrations extrêmes de chemtrails au-dessus du territoire irakien. Il y a des images satellites à l'époque qui circulaient. Je ne sais pas si elles sont encore présentes aujourd'hui sur Internet, mais on voyait le territoire de l'Irak complètement quadrillé. C'était la première guerre du Golfe, donc c'était vraiment le début des chemtrails. C'était pas encore connu en France. Et donc quel était l'intérêt de ce quadrillage ? C'est simplement pour les communications. Ça permettait d'avoir une visualisation du champ de bataille carrément en 3D, quasiment en 3D. Alors je ne sais pas si j'utilisais déjà à l'époque les poussières intelligentes, les smart dust dont j'ai aussi parlé. Mais toujours est-il que faire une longue traînée comme ça à travers tout le ciel, à travers tout l'horizon, ça permet d'avoir
une autoroute d'information. D'information. Bien sûr. Comme de la fibre optique. C'est une façon. Parce que sinon, si tu veux faire de la communication en temps réel, plus la distance est grande, plus ça va devenir difficile, plus ça va nécessiter de l'énergie, etc. Les chemtrails favorisent et simplifient beaucoup ce problème-là. Beaucoup. D'accord. Donc, le facteur de la guerre d'Irak montre bien qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on voit, c'est très quadrillé et il n'y a que au-dessus du territoire. Donc là, c'est très révélateur. Donc, ce lien avec ARP, là, on n'est plus seulement dans la modification du climat, mais on va être aussi dans un jeu d'ondes, dans une manipulation, si tu veux, de l'atmosphère vibratoire qui entoure la planète. D'accord. Et les chemtrails, on peut comprendre qu'ils jouent un rôle important là-dedans par rapport aux éléments qui les composent. Ça a permis, en tout cas aux armées, de pouvoir avoir une supériorité sur le terrain qui était déterminante. Donc en fait, on s'aperçoit quoi ? Qu'au départ, on part d'un sentiment, j'imagine, comme d'habitude, très noble, la modification du climat pour apporter de l'eau à des populations qui en manquent peut-être pour l'agriculture, etc. Et on s'aperçoit que tout ça s'est récupéré par l'armée, comme d'habitude, à des fins qui sont beaucoup moins vertueuses. Et absolument. Alors là, tu vas aborder vraiment, on va rentrer dans un autre sujet tout à fait passionnant. Effectivement, comment ça bifurque, comment les choses vont se dégrader et se généraliser, et pourquoi. Parce qu'il y a des voix, effectivement, qui ont commencé à se faire entendre et qui disaient que ça consistait en réalité à lutter. Alors, non plus à modifier le climat pour apporter de l'eau, etc., mais à lutter contre le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Donc là, on tout d'un coup, c'est plus une conspiration pour détruire l'humanité. Et au contraire, ça devient une conspiration pour le bien de l'humanité. Oui, c'est ça. On est dans le bien, là. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation, mais pour le bien. Absolument. Alors là, moi j'adore ça, parce que d'abord, moi je crois, c'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir croire que les gens font les choses pour le bien. Moi, j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il puisse y avoir un autre comportement que de celui de vouloir faire le bien de son prochain. Mais bon, alors, de se dire, moi je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'ils font ça pour le bien de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il faut expliquer deux choses. Il faut expliquer pourquoi pour le bien de l'humanité on empoisonne les gens, puisque de toute façon les chemtrails, c'est démontré par les analyses scientifiques des laboratoires aux États-Unis et maintenant en France que c'est bourré de saloperies cancérigènes et qui rendent malades les gens, qui diminuent l'immunité, etc. Ça, c'est la première chose. Et deux, peut-être certainement encore plus pertinent et plus intéressant, pourquoi ne nous le disent-ils pas ? Oui, c'est ça. Puisqu'ils nous le disent bien à la télé à longueur de journée, qu'il y a le réchauffement, que c'est grave, etc. Et puis en plus, ils disent tout le temps que c'est la faute de l'être humain, donc il faut mettre plus d'impôts. Oui, c'est la faute des cheminées. C'est la faute des cheminées. Et ça marche toujours dans le sens où ça permet de financer en même temps ces programmes-là. Bien sûr. Alors, ces deux questions-là, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête vraiment dessus, parce que les réponses peuvent nous entraîner dans des perspectives assez fascinantes, assez fantastiques. Pourquoi ne pas dire aux gens qu'on fait ça pour empêcher le réchauffement climatique ? Essayer de trouver une explication qui tienne la route, et pourquoi prendre le risque d'empoisonner une bonne partie de la population
la question, la réponse, en réalité, elle s'impose. La réponse à la deuxième question. Pourquoi empoisonner? Pourquoi prendre le risque d'empoisonner? La seule réponse qui vient, c'est que ils le font contraint et forcé. Et s'ils le font contraint et forcé, c'est parce que s'ils ne le faisaient pas, la situation serait pire. Ouais. On est d'accord? Ouais, si jamais tu veux toujours faire le bien, oui, bien sûr. on travaille pour le bien, parce que empoisonner une population alors que toi-même tu fais partie de la population et que tu peux être empoisonné, c'est pas un bon mode de c'est pas un bon calcul, c'est sûr. Il y a d'autres procédés pour le faire. Ouais, Par contre, si tu fais quand même ça, c'est que tu es obligé de le faire et que tu as calculé le bénéfice-risque. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais que tu vas empoisonner une partie de ta population, tu vas tenter de sauver la grande majorité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'en tue un, mais j'en sauve 200, quoi. C'est ça. Exactement. Et de cette réponse, cette première réponse qui est évidente, finalement, qui est de la logique, découle la réponse à la seconde, à la première question, qui est pourquoi est-ce qu'il le cache? Il le cache parce que la situation, la vérité, créerait une panique sans précédent. Ouais. Sinon, il n'y a pas de raison de cacher, l'épandage et il n'y a pas de raison d'empoisonner la population. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de danger, si jamais on ne fait rien, on évite d'empoisonner les gens ou de s'empoisonner soi-même. Et si on le fait, et si on le dit pas, c'est parce que si on ne dit pas qu'on a pris ces mesures-là, c'est parce que reconnaître qu'on a lancé ce programme à grande échelle impliquerait la révélation d'une situation planétaire périlleuse. Ouais. C'est là, je crois que c'est là où nos têtes capotent et c'est là où tout d'un coup on va être pris de vertige, en réalité. S'ils n'ont pas le choix de faire ce programme-là qui empoisonne les gens, c'est qu'on est confronté à une situation vraiment problématique, que ce réchauffement planétaire n'est peut-être pas dû uniquement à l'activité humaine. Et là, nouvelle question. Quelle est cette situation périlleuse? Quelle est cette situation si dangereuse qui nécessite que ce programme soit mis en place depuis les années 80? Eh bien, Bob, il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui remonte à la mémoire. Et c'est pas l'anecdote du patron du syndicat, c'est pas ma petite anecdote familiale en Normandie, c'est le dossier Alternative 3. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en 1970, tout est en matière de réchauffement climatique, en matière de chemtrail, etc. Tout est expliqué dans un documentaire qui s'appelle Alternative 3. D'accord. Et c'est ce documentaire qui a été diffusé à la télévision anglaise comme un canular, en fait, se révèle d'un visionnaire et d'une exactitude à couper le souffle. Puisqu'Alternative 3, alors moi je propose qu'on va conclure là-dessus parce que ça va faire des frissons partout, ça va nous mettre dans une ambiance vraiment formidable. Et puis on reviendra un jour, si tu veux, on fera quelque chose sur Alternative 3, vraiment spécifique, parce que c'est un truc de fou. Alternative 3 nous raconte que la NASA travaille en secret à la colonisation et à la terraformation de la planète Mars. Pourquoi ce travail en secret, etc. Parce que ces scientifiques ont découvert que la Terre était entrée dans une zone
du système, dans une zone de nuages, de nébuleuses, de machin, de ce que tu veux, et que la Terre allait irrémédiablement connaître un réchauffement climatique et une désertification. Cette désertification, on est en train de la vivre aujourd'hui depuis 10-15 ans. On traverse ça avec chaque année des records de chaleur. Ouais. Tu as là en Australie en ce moment, Australie, ils en parlent, ils n'ont jamais eu des chaleurs 3 mois avant l'époque. Bon, c'est vrai que chez nous, il fait pas mauvais non plus, mais... Ouais, là, quand tu vois quand même qu'aujourd'hui, ils annoncent 25 degrés sur Paris, et c'est à l'ombre, hein, donc imagine au soleil, t'imagines le truc, quoi. Alors qu'on on est le 23 octobre, donc c'est juste un truc de malade, il y a un problème quelque part, c'est sûr. Voilà, et tout ça est raconté dans ce canular, dans cette plaisanterie qui devient de moins en moins amusante, qui s'appelle Alternative 3, et qui nous annonce, si tu veux, la destruction irrémédiable, la désertification irrémédiable de la planète. Alors, parce que ce que nous, on vit à Paris, c'est une chose, ou dans les pays comme l'Australie, ça devient plus sévère, avec des incendies de folie, mais il faut imaginer après dans des pays moins privilégiés que les nôtres, là, c'est l'hécatombe. C'est une catastrophe. Et donc, Alternative 3 nous raconte ça dès 1970. Mais quand tu commences à te dire, et si ce canular n'en était pas un, à partir de ce moment-là, si c'est la vérité, dans Alternative 3, il y a d'autres alternatives qui sont racontées dans le documentaire. Et parmi ces autres alternatives, c'est quoi ? C'est de lutter par tous les moyens contre ce réchauffement climatique. Et les chemtrails, ça en fait partie. Ça fait partie de ces solutions qui sont présentes. Mais surtout, ce que ça nous révèle, c'est que si Alternative n'est pas une plaisanterie, ça veut dire que oui, la planète Terre est en vrai danger de devenir comme la planète Mars ou comme d'autres planètes qui ont pu accueillir la vie et qui deviennent ensuite des planètes hostiles. Voilà, juste un caillou, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, même s'il y aurait de la survie sous terre, etc. Mais à partir de ce moment-là, Bob, des chemtrails ou des chemtrails, comme tu dis, moi je dis à la française. Toi, tu dis toi, la française. Ça devient que ça empoisonne 5-10% de la population. Ça devient de l'ordre, excuse-moi ce mot malheureux, mais du détail. Oui, c'est de l'anecdotique, on dirait. Tu comprends par rapport à ce qui est en train de déferler sur nous. Oui, c'est presque en fait d'utilité publique. Allez, on sacrifie 10 personnes, 10% de la population, mais on peut en sauver 90, quoi. Voilà, alors c'est une façon de voir et de réfléchir les chemtrails. C'est-à-dire, au lieu d'être toujours le nez sur le détail technique du labo qui a sorti, il y avait 30% de barium, il y avait du truc de produits organiques, machin, que ça joue sur les ondes par rapport aux gains, etc. Peut-être de philosopher un petit peu, de réfléchir un petit peu. Sur le mobile. D'essayer, le mobile, coller les pièces du puzzle. Et si tu veux bien, on parlera d'Alternative 3 un de ces jours. Avec plaisir. Tu verras que tout ça prend une autre dimension et qu'on comprend beaucoup de choses sur ces histoires-là. Mais alors, bon, ça fait là-dessus, on se termine et puis on dit faites de beaux rêves. Oui, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, on arrive au terme de notre discussion parce qu'il est déjà pratiquement 23h. On a effectivement mis, je crois, le bon coup de projo sur pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas forcément le résultat, mais c'est le mobile qui était très intéressant. Et puis, effectivement, je vous proposerai de revenir sur Alternative 3 prochainement. Dans tous les cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, toujours clair, précis, avec des détails, et puis cette lettre incroyable qu'on a postée sur le Facebook et que je vous invite à lire et relire. Dans tous les cas, merci mille fois. Je rappelle que Top Secret est toujours dans les kiosques avec en première page un gros dossier sur les Illuminati. À bientôt, Roch. À bientôt, Paul. Merci à toute l'équipe et puis bravo pour votre travail. Vous faites du bon boulot et plein de bonnes choses pour la suite.
Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr ou au 3628 et dites Bob. Dans un instant, tout autre sujet, celui des pyramides avec Antoine Gigal. On va regarder cela de très près. Je sais que vous adorez ce dossier et on y revient. Pour contacter